trading et j'écris des articles aussi pour Café de la Bourse. Vous avez peut-être lu déjà certains de mes articles. Nous avons peut-être, avec certains d'entre vous, eu l'occasion d'échanger par téléphone ou par email. Quoi qu'il en soit, je suis ravi cet après-midi, de vous retrouver pour ce webinaire spécial. On verra justement, je disais à l'instant qu'il y a des webinaires, des bourses académiques qui sont réservés aux membres premium, d'autres comme aujourd'hui qui sont ouverts à tous. Je vous détaillerai aussi plus tard qu'est-ce que c'est que cette offre premium. C'est une nouveauté de 2022. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc déjà, comment bien investir? Il faut commencer par se poser les bonnes questions. Donc, on va faire en introduction de cette présentation quelques rappels sur les choses élémentaires qu'il faut impérativement valider avant d'investir en bourse. Ensuite, on parlera à proprement parler de l'inflation. Et en fin de webinaire, je répondrai à vos questions. On allouera 15-20 minutes aux questions-réponses. Je n'ai pas réponse à toutes les questions, je n'ai pas connaissance de l'avenir, mais je tenterai au mieux de répondre à vos questions. Alors, les questions que vous-même, vous devez vous poser avant d'investir en bourse. Alors, déjà, pourquoi investir en bourse? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est un investissement pour financer l'achat d'une maison? Est-ce que c'est un investissement pour financer les études de vos enfants ou pour financer votre retraite? Donc déjà, la première question qu'il faut se poser quand on investit en bourse, déjà, c'est savoir pourquoi on le fait et quelle est la finalité de cette capitalisation, parce qu'en fait, on va chercher en bourse à capitaliser, à faire grossir son capital. Quelle est la finalité? Quel va être le montant qu'on va allouer? Évidemment, ça c'est important de déterminer, de faire son budget, de savoir ce qu'on peut mettre sur son compte épargne, mettre par exemple en crédit immobilier pour l'acquisition d'un bien immobilier et qu'est-ce qu'on peut mettre en bourse. Donc le montant, il faut bien évidemment le déterminer en amont. On va aussi bien sûr déterminer la durée. Est-ce que je veux investir sur 2, 5, 10, 15, 20, 30 ans? Ça va être très important pour déterminer la façon dont vous allez investir et notamment ce qu'on va appeler votre plan d'investissement. Sur quel marché vous voulez investir? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser en amont. Est-ce que vous voulez rester seulement sur les actions? Est-ce que vous voulez aller aussi sur des obligations, des matières premières, des devises, éventuellement des crypto-monnaies? On en parlera aussi un petit peu. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont et on va voir tout à l'heure, juste après, déterminer ce qu'on appelle un plan d'investissement. Donc, on se quadrille des règles qui vont déterminer nos décisions d'investissement pour la suite. Et ensuite, dernière question qu'il faut se poser, c'est quelles sont mes convictions? Alors ça, c'est une question, une question qu'on oublie parfois de se poser parce que instinctivement, et ce n'est pas une erreur, instinctivement, on va se diriger vers le CAC 40, vers les actions les plus connues, ce qui n'est pas une erreur, ce qui peut être une stratégie, mais ça fait partie du coup de votre plan d'investissement. Au-delà de ça, on a aujourd'hui des produits de bourse qui sont de plus en plus, on va dire, divers et variés, et on a des produits comme les ETF qui permettent d'investir dans des thématiques, et à ce moment-là, on peut très bien se dire, alors je vais prendre des exemples divers et variés, mais se dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles technologies, ce qui m'intéresse, c'est les biotechnologies, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les clean technologies, c'est-à-dire les technologies qui ont un impact positif sur la planète. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité dans un futur lointain de pouvoir aller sur la Lune ou sur Mars. Tout ça, ce sont des thématiques, ce sont des convictions. Alors d'un côté, vous, ce sont vos convictions, et de l'autre côté, vous avez les produits qui sont thématiques. Ça peut être aussi, je pense que à terme, dans 10 ans, l'hydrogène va remplacer le pétrole. Ça peut être des convictions diverses et variées, mais n'oubliez pas que ces convictions, vous pouvez les utiliser aussi comme des outils d'investissement quelque part. On parle beaucoup du métaverse ces dernières semaines, derniers mois. Ça peut être aussi des décisions d'investissement qui sont basées sur vos convictions. Donc ça, c'était les questions qu'il faut se poser. Alors, toutes ces questions, elles vont vous permettre de déterminer un plan d'investissement. Dans les grandes lignes, il faudra évidemment s'y tenir. Et le plan d'investissement, c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'ai un plan d'investissement qui est propre à mes convictions, à mes objectifs. Chacun aura son plan d'investissement, mais c'est important au moins si c'est pas de mettre, l'idéal, c'est de mettre par écrit, évidemment, son plan d'investissement, mais
si vous ne faites pas cet effort de le faire par écrit, ayez au moins la réflexion de vous poser toutes ces questions pour avoir au moins une idée de là où vous allez et quelle est la finalité de vos objectifs d'investissement. Alors, on va voilà, quelques conseils pour correctement investir en bourse. Donc, les conseils de Café de la Bourse. Donc, déjà, pas de précipitation. Vous avez peut-être entendu cette expression qui est FOMO, donc qui signifie FOMO en anglais, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer une opportunité. Donc ça, dites-vous bien qu'il y aura toujours des nouvelles opportunités. Alors, je pense notamment aux IPO. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent sur des IPO. Alors, c'est vrai que les IPO, c'est des bons moments. Hein, IPO, excusez-moi, j'ai un peu vite. Je ne connais pas le niveau de chacun. Un IPO, c'est introduction en bourse. Donc, ces introductions en bourse, souvent, sont des phénomènes déclencheurs qui vont pousser des investisseurs à se dire, tiens, allez, je mets un premier pied dans les marchés boursiers. On l'a vu avec la Française des Jeux notamment. Il y a de nombreux investisseurs qui sont arrivés en bourse parce qu'ils voulaient investir sur cette action, sur cette introduction en bourse. Il y en a des introductions en bourse tous les mois, toutes les semaines presque. Il y en a eu beaucoup l'année dernière. Donc, il y a toujours des opportunités. Et même si vous n'investissez pas au moment de l'introduction en bourse, il sera toujours possible d'investir après, parfois même à un meilleur prix. Si vous prenez par exemple l'une des dernières introductions en bourse qui a été très, très, très médiatisée, c'était l'action Rivian Automobile, donc cette compagnie concurrente de Tesla qui a fait beaucoup de bruit. Finalement, aujourd'hui, on est à un prix inférieur au prix de l'introduction en bourse. Donc, il y a toujours des opportunités. Il ne faut pas se précipiter. Ça, c'est très important de le retenir. Ensuite, il faut correctement s'informer. Alors, je dis bien correctement, c'est-à-dire qu'évidemment, quand vous allez prendre la décision d'investir sur tel ou tel actif, il faut s'informer, mais le faire correctement. Le faire correctement, c'est quoi? C'est le faire auprès de sources d'informations fiables. Donc, ça peut être des auteurs de renom. Ça peut être sur des sites réputés. Alors, bien sûr, je souligne qu'a fait la bourse. Ça fait des années qu'a fait la bourse, plus de 11 ans, je crois, plus de 12 ans. Enfin, ça fait des années, je crois, depuis 2007. Donc, 15 ans maintenant que qu'a fait la bourse donne des informations de qualité. Ça peut être d'autres sites, mais en tout cas des sites réputés ou également des informations que vous pouvez trouver sur les régulateurs comme l'AMF. En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est ce qui est très à la mode en ce moment, c'est tous ces influenceurs. Donc, ces influenceurs qui parfois vont vous influencer pour acheter le dernier téléphone à la mode. Là, ça ne pose pas trop de problème. Mais d'autres influenceurs vont essayer de chercher à vous influencer à acheter telle ou telle action, telle ou telle crypto-monnaie, tel ou tel actif financier. Et là, attention, parce que parfois, ce ne sont pas justement des sources d'informations fiables. Je ne dis pas que tous les influenceurs sont mauvais, mais on a l'AMF justement qui a émis des avertissements. Et nous, on a un peu aussi cette démarche de vous mettre en garde. Attention, tous les influenceurs ne donnent pas des bons conseils. Donc, des sources d'informations fiables. Et pour conclure, la bourse, c'est l'anticipation. Alors, si étymologiquement parlant, le mot spéculateur, ça veut dire observateur. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour observer ce qui se passe, mais on est là pour observer ce qui se passe en vue d'anticiper les marchés financiers. C'est avant tout de l'anticipation. Je vais vous donner un exemple. Si demain, on parle du marché de l'immobilier, et on dit, voilà, le marché de l'immobilier va monter ou baisser parce que ceci ou cela, ce n'est pas quand les prix vont commencer à baisser qu'il va falloir agir. Il faut anticiper. C'est quand on commence à en parler qu'il faut commencer à acheter. Si par exemple, on parle d'une hausse de l'immobilier, on dit attention, les prix de l'immobilier vont peut-être monter, etc. C'est tout de suite qu'il faut acheter. Il ne faut pas attendre que les prix commencent à monter pour commencer à faire des investissements. C'est ce qu'on appelle, on pourrait résumer ce dernier conseil dans une phrase, dans un adage qui est connu, c'est il faut acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Il faut vraiment, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut, dès qu'on commence à entendre parler de ceci ou de cela, il faut agir rapidement, anticiper, parce que quand c'est public, quand c'est dans les journaux, en général, c'est trop tard. Alors, petit focus sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on ne peut plus ne plus parler des crypto-monnaies qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il intégrer les crypto-monnaies dans son portefeuille d'investissement? Alors,
Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ça après, on en revient aux convictions de chacun, hein, comme je le disais en début de webinaire. Les convictions de chacun, ça, on n'échangera pas. Mais en tout cas, il est un fait aujourd'hui que de plus en plus de sociétés de gestion intègrent des crypto-monnaies ou recommandent d'intégrer des crypto-monnaies dans le portefeuille d'investissement. Alors, quel pourcentage du capital alloué aux crypto-monnaies? Aujourd'hui, les grands fonds d'investissement et les grandes sociétés de gestion recommandent entre 2 et 5%, maximum 5%, entre 2 et 5% de son capital, de son portefeuille boursier sur les crypto-monnaies. Quelle crypto-monnaie acheter? Alors ça, c'est aussi une bonne question parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'y intéressent ou qui ont étudié la chose, il y a des milliers de crypto-monnaies. Il y en a qui apparaissent tous les jours, des nouvelles. Donc, on peut s'y perdre. La recommandation la plus sage serait de se focaliser sur le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies historiques déjà et les plus utilisées de façon générale. Après, vous pouvez aller regarder d'autres crypto-monnaies. Je déconseille quand même d'aller regarder toutes les crypto-monnaies, surtout les récentes qui sont à la mode. Si vous allez sur des crypto-monnaies pour faire du 200 000%, comme on a vu il n'y a pas très longtemps une crypto-monnaie sur la base d'un échange, je crois que c'était entre McDonald's et Elon Musk, si je ne dis pas de bêtises, une crypto-monnaie qui a fait 200 000%, ça existe, mais si c'est ça que vous recherchez, attention quand même, c'est plus proche du gambling, donc du jeu d'argent, du pari, que de l'investissement. Donc, chacun prend ses décisions, bien sûr, comme toujours, mais on va rester sur des crypto-monnaies quand même qui sont reconnues et qui ont une certaine crédibilité. Je pense donc au Bitcoin et l'Ethereum. Quel instrument financier? Alors, vous pouvez, quand vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies, soit acheter les crypto-monnaies avec des wallets. Vous avez sur le site Café de la Bourse une review que j'ai faite d'ailleurs, hein, une revue complète de Leadbit, donc qui est un fournisseur de crypto-monnaies, un courtier de crypto-monnaies si vous voulez. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez aujourd'hui, trouver des produits, donc des ETF ou des ETP, qui sont listés en bourse sur le London Stock Exchange, sur Xetra, sur donc la bourse allemande, la bourse suisse ou la Euronext Paris. C'est l'avantage, c'est que ces produits, vous pouvez les mettre dans votre portefeuille boursier, dans un compte titre ordinaire, et ça simplifie bien les choses. Ça évite notamment les problématiques de piratage ou de perte des codes d'accès qui sont fréquents malheureusement sur les crypto-monnaies. On va passer à la suite. Alors, je vais faire un petit break dans la présentation pour vous parler de l'offre premium. On parlera ensuite de l'inflation. C'est le cœur du sujet de ce soir, de cet après-midi. Décidément, j'ai l'habitude de faire des vidéoconférences le soir, mais on n'est encore que l'après-midi. Alors, offre premium. Donc, l'offre premium, c'est quelque chose qui a été lancé en 2022. Pour les membres de Café de la Bourse. Vous pouvez bien sûr, c'est bien sûr optionnel, vous pouvez toujours aujourd'hui consulter l'ensemble des articles gratuitement sur Café de la Bourse, vous abonner à la newsletter et être informé de toute notre actualité tout à fait gratuitement. Mais on a lancé une offre premium, une offre payante qui permet d'avoir accès à plus d'informations, des informations qui n'existaient pas auparavant. Donc, la question qui se pose souvent, c'est je veux investir de l'argent, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas forcément les bonnes connaissances. Je ne sais pas forcément mesurer le bon rapport rendement-risque. Je n'ai pas de temps. Il me manque des idées pour trouver les bonnes idées de placement. J'entends parler à droite, à gauche des amis qui me disent il faut aller acheter ceci, acheter cela. Alors ça, je connais, hein, j'ai l'habitude. Même moi, j'y suis soumis. J'ai des amis qui vont me dire il faut acheter telle action, d'autres qui vont me dire il faut acheter telle action. Finalement, je suis perdu. Toutes ces personnes me donnent plein de conseils. J'ai des avis qui divergent. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ose plus investir. Ou alors, des fois, je suis leurs conseils et ce sont des mauvaises décisions. Tout ça, c'est un peu ce qui va permettre de résoudre l'offre premium, parce que si vous n'avez pas de temps, vous pourrez aller directement à l'essentiel avec des outils qu'on a mis en place, avec de la pédagogie, voilà,
ça fait des années que Café de la Bourse est là pour vous accompagner à travers des articles pédagogiques de qualité. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin en vous donnant encore plus d'analyses, de contenu, de revues, des idées d'investissement, ce qu'on appelle des tops, donc top 3 ou top 4 ou top 5 des actions à choisir si vous voulez investir dans tel ou tel secteur. Donc, on a cette nouvelle dimension qui arrive avec l'offre payante. Donc, l'offre payante, qu'est-ce qu'elle intègre pour 29 € par mois, ou si vous choisissez de vous abonner sur une base annuelle, vous avez un discount à 261 € par an. Donc, qu'est-ce que cela intègre? Donc, les lecteurs, ils auront toujours accès aux articles, comme d'habitude. Cependant, vous aurez accès, en tant que membre premium aussi aux articles, vous aurez accès à des articles spéciaux d'actions prometteuses. Donc, si on a des actions à vous recommander, des actions qui ont un potentiel plus que les autres, on vous les recommandera. Les tops des actions, donc par secteur, vous les aurez. Les analyses de valeur et de secteur, vous les aurez aussi. Les formations pour investir en bourse, vous les aurez aussi. Un e-book pour anticiper les marchés, vous l'aurez aussi. Alors, un outil de simulation de portefeuille, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble après, et des vidéoconférences comme celle-ci aujourd'hui qui est ouverte gratuitement, mais il y en aura tous les mois qui seront ouvertes à tous les membres. Donc non, pardon, je dis une bêtise. Une fois de temps en temps, des sessions comme ce soir, comme cet après-midi, qui sont ouvertes à tous les membres, et sinon tous les mois, des sessions qui sont prévues pour l'ensemble des membres premium seulement. Voilà, et vous avez un mois gratuit pour tester nos services si vous souhaitez vous abonner. Alors là, je vous ai mis un pêle-mêle de différentes choses. Donc, quand vous êtes membre premium, vous avez vos contenus premium qui sont regroupés sur une page membre. Vous avez l'e-book analyse des marchés. Vous avez la formation comment débuter en bourse. Et vous avez le simulateur de portefeuille qui vous permet d'optimiser votre portefeuille. Donc, c'est un outil que je vous invite à tester et qui est accessible. Donc, vous pouvez vous abonner en ayant 30 jours un mois gratuit, un mois d'essai gratuit. Vous pouvez vous abonner et tester tout ça en espérant que tout ça vous apportera entière satisfaction, bien sûr. Alors, on va passer à la suite. Alors, zut, j'ai cliqué sur quelque chose que je ne devais pas, sur lequel je ne devais pas cliquer. Alors, ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Alors, on passe à la suite. Alors, l'inflation, voilà. Alors, c'est parce que je crois que mon téléphone, j'ai dû dire quelque chose que mon téléphone a détecté, ça m'a ouvert une page. Bref, c'est pas grave. Donc, l'inflation, qu'est-ce que l'inflation? Alors, vous savez que c'est un sujet au cœur de l'actualité, l'inflation. On en parle beaucoup. Elle a atteint en Europe 5% en décembre dernier. On mesure l'inflation à intervalles réguliers, généralement tous les ans. Et là, en décembre, la zone euro a connu une inflation de 5%. Alors en France, elle est un peu inférieure. Sur d'autres pays d'Europe, elle est un peu supérieure, mais en moyenne, sur la zone euro, c'est une inflation de 5%. Aux États-Unis, elle est plus importante. L'inflation, elle est de 7%. Et cette inflation, c'est quoi? Donc, quel est l'impact sur notre argent et sur les marchés boursiers? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1 € en poche qui vous permet d'acheter un chewing-gum, un paquet de chewing-gum. Ce paquet de chewing-gum, si l'inflation est de 5%, il ne vous coûtera plus 1 €, mais 1,05 €. Donc, c'est ça l'inflation, c'est la hausse des prix. Cette inflation, elle est néfaste si elle n'est pas anticipée, si elle est soudaine, si elle prend et les politiques et les banques et les investisseurs et l'économie en général au dépourvu. À ce moment-là, elle est néfaste. Si elle est anticipée, elle est bien moins néfaste. Et si elle est modérée et encadrée, elle est indispensable au bon fonctionnement de l'économie. Vous savez qu'on est dans une économie qui fonctionne sous ce qu'on appelle la création monétaire sous forme de dette. Donc, on a besoin de cette inflation dans le fonctionnement de l'économie dans laquelle on est.
En général, l'inflation, une bonne inflation, c'est entre 2 et 2,5%. C'est ce qu'on considère être une inflation saine. Ensuite, bien sûr, on a, en fonction des politiques monétaires, des objectifs d'inflation différents. Il faut savoir que certaines banques centrales, quand elles nomment le gouverneur, il a un mandat et dans son mandat est exigé qu'il respecte un objectif d'inflation. Si jamais l'inflation est trop haute ou trop basse par rapport à son objectif, il est renvoyé. Donc, l'inflation, c'est quelque chose de très important. C'est aussi ce qui permet, dans ce principe de création monétaire, on parle souvent de la dette des pays, etc., qui augmente. Cette dette, en fait, il faut savoir qu'elle a, grâce à l'inflation, quelque part, elle ne sera jamais remboursée. En fait, les États, quand ils créent de la monnaie, quand ils empruntent, donc ils créent de la monnaie pour leur économie, en fait, on ne doit se soucier finalement que des taux d'intérêt, parce que c'est que les taux d'intérêt qui seront remboursés. La dette, faut savoir que nous, quand on fait un emprunt à la banque, on le fait sur 2, 5, 10, 15, 25, peut-être 30 ans si c'est des crédits immobiliers. Donc, on se soucie du remboursement, parce qu'à un moment donné, on va avoir une échéance à laquelle on devra rembourser. Les gouvernements, avec la dette, c'est totalement différent. Ils font rouler la dette, ils réempruntent pour rembourser les dettes précédentes. Donc, c'est une dette qui est roulée. Donc, eux, ils ont des visions sur 100, 200, 300 ans. J'exagère peut-être quand je dis 300 ans, mais ils ont des visions très, très long terme qui dépassent une vie humaine. Et l'inflation, faisant son travail, en fait, ça ne sera jamais remboursé. C'est finalement l'inflation qui va diminuer la dette au fur et à mesure du temps. Tant que les intérêts sont remboursés, la dette diminue par l'effet d'inflation. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu les mécanismes d'inflation et de création monétaire et l'impact que ça a. Alors nous, directement, une trop forte inflation, ça va créer une perte de pouvoir d'achat, mais il y a des moyens pour s'en protéger, bien sûr. Et on va voir tout de suite l'impact que ça a sur la bourse, parce que l'inflation, ça a un gros impact sur la bourse. Et vous l'avez sûrement constaté ces dernières semaines, on a des marchés très en baisse en raison de l'inflation. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. J'y répondrai, je vous le dis, à la fin, comme c'était prévu. Voilà. Alors, comment se protéger contre l'inflation? Alors, déjà, on va parler des actions et des obligations. Donc, les actions et les obligations. Donc, on va essayer de comprendre quel est l'impact de l'inflation sur les actions et sur les obligations. Alors, sur les actions, ça a un effet quand même indésirable parce qu'on va avoir donc une augmentation des prix. Là, ce que je vous explique, c'est d'ordre général. On va revenir après sur certains cas d'actions, bien sûr, sur lesquels on n'a pas ces phénomènes-là. Donc, en général, on a une augmentation donc, des prix. Donc, les prix sont plus élevés. Les consommateurs peuvent acheter moins avec le même argent, donc ils consomment moins. Les revenus des entreprises et les bénéfices diminuent et l'économie ralentit. En général, ça a donc un effet négatif quand elle est trop importante. Si c'est une inflation modérée et gérée, ça va, mais si elle est trop importante. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que l'inflation qu'on a en ce moment, alors évidemment, elle est soudaine. Pourquoi? Parce qu'on a eu une absence totale d'inflation pendant toute cette période du coronavirus, voire même avant. Donc, est-ce qu'on rattrape finalement l'inflation qu'on n'a pas eue ces dernières années, ou est-ce que c'est une inflation qui est vraiment négative? Là, le problème, c'est qu'on est dans des conditions de marché qui sont nouvelles. D'ailleurs, souvent, on me dit ah bah tiens, tu as connu la crise de 2008, est-ce que tu sais anticiper la crise de 2022? C'est très difficile, chaque crise, chaque condition de marché, chaque moment est unique, et là on est vraiment dans un moment unique, et je vous expliquerai l'inflation, elle peut... Alors l'inflation aussi, un truc important que j'ai oublié d'expliquer sur l'inflation, elle peut venir de plusieurs choses. L'inflation, elle peut venir d'une augmentation de l'imposition, plus d'impôts, moins d'argent, augmentation des prix. Ça peut être une augmentation de la TVA, par exemple, ça peut créer de l'inflation. L'inflation, ça peut être aussi sur des restrictions d'import-export. Si par exemple, effectivement, tous les produits qui viennent de Chine sont soumis à des taxes ou des restrictions ou ce genre de choses, on va avoir une augmentation des prix de la consommation, donc une augmentation de l'inflation. Ça peut être à cause d'une
perte de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire qu'on a émis trop de monnaie, on a mis trop de monnaie en circulation par rapport au nombre de biens qui sont possibles d'acheter. C'est bien une balance, hein, c'est bien un rapport entre l'argent en circulation et ce qu'on peut acheter. Donc, s'il y a trop d'argent en circulation par rapport à ce qu'on peut acheter, ben, on a de l'inflation aussi. Et là, en l'occurrence, l'inflation qu'on a en ce moment, elle est due au prix de l'énergie et des matières premières. Donc ça, c'est important parce que les matières premières, eh ben, il faut aller les chercher dans d'autres pays. On a une augmentation donc, du prix de toutes les matières premières et surtout de l'énergie. Donc, ça rend cette inflation complexe parce qu'elle ne touche pas seulement une zone géographique bien précise, mais elle touche tout le monde. Et je ne parle pas évidemment des tensions géopolitiques que ça peut créer. Voilà, donc sur les actions, ça va avoir un effet négatif jusqu'à ce qu'on trouve un certain équilibre. Parce que finalement, les prix qui sont élevés, etc., bah, finalement, ça va aussi à terme. Les entreprises vendent moins, mais elles vendent plus cher. Peut-être qu'il pourrait y avoir, parce qu'elles vendent plus cher, des augmentations de salaire. Enfin, les problématiques d'inflation, c'est toujours des problèmes d'équilibre. Donc, quand elle est annoncée, l'inflation, et pendant les mois qui suivent, bah, malheureusement, elle a un effet négatif jusqu'à ce que les choses se rééquilibrent. Ensuite, on verra tout à l'heure quelles sont les actions qui se comportent le mieux en période d'inflation. Mais en règle générale, les actions dites de valeur, l'investissement, ce qu'on appelle value, donc les investissements de valeur, on résiste beaucoup mieux à l'inflation que les actions de croissance. Croissance, typiquement, bon exemple des actions de croissance, c'est toutes les actions technologiques. Et puis ça, on le voit parce que c'est les plus touchés par cette baisse des marchés suite à l'inflation. Mais on verra après, plus tard, quels sont les secteurs d'activité à privilégier. Donc déjà, vous savez, il y a deux catégories d'investissement, value et croissance. On va plus se rediriger vers du value que du croissance en période inflationniste. Ensuite, les actions, évidemment, elles sont normalement plus volatiles, attention, en période de forte inflation. Et là, on peut considérer qu'on est en période de forte inflation. On n'est pas en hyperinflation. Attention, l'hyperinflation, c'est ce qu'on a pu connaître dans certains pays. Je pense à l'Argentine, où du jour au lendemain, les prix augmentent de 1000%. Là, on n'est pas dans ce genre de situation-là. On est dans une inflation forte, mais pas dans une hyperinflation. Les obligations, alors elles sont également très soumises aux variations de l'inflation, puisqu'elles sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les obligations en général? Alors, inflation et taux d'intérêt, c'est très, très similaire, parce qu'en général, les taux d'intérêt directeurs des banques centrales vont suivre l'inflation, sont indexés sur l'inflation plus ou moins. Donc, il y a un rapport entre les deux. Les obligations, donc en fait, quand les taux d'intérêt montent, en général, les obligations baissent. Quand les taux d'intérêt baissent, les obligations montent. C'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, vous avez donc des obligations, c'est des emprunts, hein, c'est comme des emprunts en bourse. Donc, si vous avez aujourd'hui une obligation que vous achetez sans l'obligation et qui rapporte 0,5%, si demain, il y a une nouvelle émission obligataire d'une obligation qui vaut 2,5, votre obligation qui rapporte que 0,5, elle vaudra plus 100. Elle vaudra moins parce que, évidemment, on va préférer aller acheter l'obligation qui rapporte 2,5%. Donc, sur le marché secondaire, au niveau obligataire, donc le marché secondaire, c'est ce qu'on connaît en bourse quand on achète et qu'on vend les titres. Donc, sur le marché secondaire, on va avoir une forte sensibilité des obligations au taux d'intérêt. Là où ça peut être intéressant de se rediriger vers les obligations, c'est sur le marché primaire, quand il y a des nouvelles émissions obligataires, que ce soit des obligations d'entreprise ou des obligations d'État, à la souscription, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir des obligations qui seront émises avec des nouveaux taux d'intérêt, du coup plus élevés. Et alors, à ce moment-là, il ne faut pas le faire dès qu'on est en crise inflationniste, il faut le faire un peu après, quand les taux d'intérêt
ont pris en compte cette inflation. Voilou. Alors, évidemment, l'inflation, bon, voilà, j'ai expliqué sur l'inflation. Alors, ensuite, on va passer sur l'or et les crypto-monnaies. Alors, pourquoi j'ai mis l'or et les crypto-monnaies ensemble? On entend souvent dire que le Bitcoin est l'or numérique et qu'il est. Alors, ce soir, on n'est pas là pour faire un débat à savoir si oui ou non le Bitcoin est l'équivalent d'un or numérique. Mais en tout cas, on entend aussi souvent dire que l'or offre une protection contre l'inflation. C'est souvent, enfin, vous verrez dans de très très nombreux articles, on retrouve comment se protéger contre l'inflation en achetant de l'or. Alors, on verra, on va voir ça tout de suite. Alors, en tout cas, le Bitcoin, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin est impacté par la baisse des marchés autant que les marchés eux-mêmes. Donc, on n'a pas cet effet de protection en cas de baisse des marchés que pourrait offrir le Bitcoin. On ne sait pas clairement, au risque de me fâcher avec certains, aujourd'hui, il n'a pas ce rôle de valeur refuge, puisque quand les marchés boursiers baissent, le Bitcoin baisse aussi. Alors, revenons sur l'or. L'or, ici, on a trois graphiques. Enfin, on a un graphique avec trois dates. Donc, 1973, 1979, 1980, 1984, 1988, 1991. Donc, des dates qui sont connues pour avoir été des périodes de forte inflation. Et qu'est-ce qu'on peut voir en jaune? On a l'évolution de l'or. Donc, dans cette crise inflationniste de 73-79, effectivement, l'or a pris plus que 35% de hausse, enfin presque 35% de hausse, ce qui est énorme. Par contre, en 84 et 88, 91, l'or a respectivement baissé de 7,6% en 84 et de 4,6% en 88, 91. Donc, qu'est-ce qu'on constate? En période d'inflation, on n'a pas toujours l'or qui joue le rôle de valeur refuge pour se protéger contre l'inflation, bien au contraire. Alors évidemment, ceux qui ont investi dans cette période de 73-79, ils ont eu en moyenne 8,8% de rendement par an, donc 35 à peu près sur la période, ce qui est énorme. Et effectivement, alors moi, c'est la réflexion que je me pose. Est-ce que cette, entre guillemets, j'ai pas envie de dire légende, hein, parce que je suis pas là à dire, à donner des conseils ni quoi que ce soit, mais est-ce que cette rumeur de dire que l'or protège contre l'inflation ne serait pas un fantôme du passé de cette période de 73 à 79 où beaucoup d'investisseurs ont gagné énormément d'argent en investissant sur l'or alors qu'on était sur une période de forte inflation et que finalement ça ne se répéterait peut-être pas à chaque fois. En tout cas, on le voit, les matières premières, elles sont toujours en hausse en période d'inflation. Donc, chose intéressante, voilà, fait à regarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on recommande en général quand même, hein, de manière générale, quand on veut se protéger contre l'inflation, on recommande d'avoir en général 10% de son portefeuille investi sur de l'or. Alors, ça peut être des lingots d'or à la maison, ça peut être aussi des ETF que vous avez dans votre portefeuille qui vous permettent d'avoir une exposition sur l'or. Ensuite, donc quel type d'action acheter? Alors là, c'est des questions, j'ai regardé avec un œil de côté, qui ont été posées sur le chat, donc je vais y répondre aujourd'hui, enfin maintenant. Donc les questions, les actions sur lesquelles il faut se diriger. Alors, il faut se diriger vers les actions, bien sûr, je pense que ça paraît évident, mais qui ont un faible impact, dont l'inflation va avoir un faible impact. Donc attention au secteur industriel en règle générale et surtout au secteur automobile qui est un secteur sensible à la hausse des prix, surtout s'il s'agit d'une hausse des prix des matières premières. Donc attention parce que le secteur automobile, s'ils augmentent leurs prix, ils vont très difficilement
Alors, soit ils vont augmenter leurs prix et à ce moment-là, ils vont perdre des clients. Ils vont faire moins de ventes. Les gens, le renouvellement du parc automobile, c'est pas quelque chose d'indispensable. Les gens repousseront leurs achats d'un an ou deux si les prix sont trop élevés. Donc attention, ou alors ils auront le choix de maintenir leur prix dans le secteur automobile, donc baisser leurs revenus, ce qui de toute façon aura un impact négatif sur les cours de l'action. Donc attention à tout ce qui est secteur industriel automobile, attention à tous les secteurs qui ont des besoins importants en matières premières et en énergie. A contrario, on peut par exemple citer les sociétés d'autoroutes qui ont de toute façon une augmentation des prix qui est prévue chaque année. Je crois que c'est le 1er février, tous les ans. Donc, des sociétés comme Vinci, par exemple, ou d'autres sociétés du bâtiment. Donc, les sociétés d'autoroute, typiquement, les sociétés d'autoroute, elles ont déjà plus ou moins une augmentation des prix qui est prévue. Donc, elles vont être moins impactées. On le sait, voilà, et puis de toute façon, on est obligé d'emprunter les autoroutes. Donc, elles seront moins soumises, quelque part, aux augmentations de prix. Alors, vers quelle action on va se rediriger autrement de façon générale? Les actions bancaires. Alors, qui dit inflation, comme je le disais, dit potentiellement augmentation des taux. Et s'il y a une augmentation des taux, à ce moment-là, tout le secteur banque-assurance va en profiter. Vous savez que les banques et les assurances, le secteur bancaire, on va dire, gagne essentiellement sur les différences de taux d'intérêt. Donc, du coup, si vous avez une augmentation des taux, potentiellement, elles vont avoir des meilleures marges. Si vous avez des taux à zéro, elles ne vont pas avoir énormément de marge de revenus. Et c'est bien le problème depuis plusieurs années avec les taux d'intérêt très bas. Les banques souffrent de ces taux d'intérêt très bas. Si on augmente les taux, les actions bancaires vont en profiter. Donc, tout ce qui est secteur bancaire est à surveiller de près. Encore une fois, attention, on revient au conseil que je donnais au tout début. On ne se précipite pas. On fait son plan de trading, on se pose les bonnes questions. Ce n'est pas parce que je vous dis aujourd'hui dans un webinaire que c'est les actions bancaires qui seront potentiellement intéressantes dans les mois à venir qu'il faut aller blinder son portefeuille de BNP, Société Générale, etc. Bien sûr. Ensuite, les valeurs auxquelles il faut faire attention, c'est les valeurs qu'on appelle de consommation défensive. Donc, typiquement, les consommations défensives, c'est les produits de première consommation, donc tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est ménager, etc. Ils ont de très faibles marges, ils ont de très faibles possibilités d'augmenter les prix, donc elles seront généralement elles vont souffrir de l'inflation, ces valeurs-là, sauf celles qui ont un monopole. Je pense notamment à Coca-Cola. Coca-Cola, que le prix de la bouteille de Coca-Cola augmente ou pas, tout le monde achètera du Coca-Cola. Donc, à prendre en considération. Alors, ensuite, voilà. Alors, justement, je crois que j'ai la question sur le chat. Encore une fois, j'ai mon œil qui voit un petit peu ce que vous posez comme question. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant au-delà de ces actions bancaires? Évidemment, tout ce qui est ETF, matières premières et énergie. Évidemment, puisqu'on connaît une augmentation des prix des matières premières et une augmentation des prix des énergies, évidemment, tous les ETF qui sont indexés sur ces valeurs-là peuvent être intéressantes. L'inflation n'est pas forcément due aux augmentations des énergies, des prix de l'énergie et des prix des matières premières. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des taxes, ça peut être des problématiques d'import-export, ça peut être beaucoup d'autres choses. En l'occurrence, là, en ce moment, on est sur cette problématique-là, donc ça peut être intéressant. Pour ceux qui voudraient jouer sur les obligations, mais attention, les obligations, encore une fois, je vous le disais, c'est très sensible, donc c'est peut-être des investissements qui seront plus risqués. Peut y avoir quand même des ETF comme ici le Bloomberg Aggregated Bond Index sur lequel on peut jouer peut-être à la hausse ou à la baisse. Alors l'immobilier en général, on dit que c'est un bon outil de protection contre l'inflation, sauf que on est dans une crise inflationniste un peu particulière puisque il y a eu une surspéculation du marché de l'immobilier du fait que les taux étaient à zéro.
ou proche de zéro. Donc, il y a eu beaucoup d'emprunts, beaucoup de spéculation, beaucoup d'augmentation des prix de l'immobilier en raison de ces taux bas. Donc, une augmentation des taux pourrait être néfaste au marché de l'immobilier. Cependant, en règle générale, quand on parle d'inflation, on se dirige plus vers l'immobilier. Mais encore une fois, on l'a vu dans le passé, tout ce qui se passe sur les précédentes crises inflationnistes ne se produisent pas toujours les années sur les crises d'après. Chaque condition de marché est bien propre à chacune, est bien particulière. Donc, on peut jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle les Real Estate Investment Trusts. Donc, si vous voulez, c'est des fonds ou des ETF qui investissent sur l'immobilier. On peut regarder ce que ça donne. Sinon, on a, et ça, j'ai trouvé ça super, Lyxor qui a toute une gamme d'ETF sur l'inflation, donc qui permettent de se protéger au niveau de l'inflation. Donc, des produits, à mon avis, à regarder avec attention. Quand je disais les matières premières, regardez les métaux, alors le pétrole, le gaz, tout ce qui est métaux industriels, hein, l'or a une utilisation industrielle aussi, mais tous les autres métaux qui ont une utilisation industrielle. En termes d'action aussi, je disais industriel automobile. Par exemple, si vous prenez l'action Ferrari, il y a peu de chances que l'action Ferrari, qu'une augmentation des prix pose un problème. Tout ce qui est luxe, tout ce qui est produit de luxe ou véhicules de luxe ou autre, en général, l'inflation, ce n'est pas un problème. C'est pas ça qui va. Quelqu'un qui va acheter une Ferrari, ce n'est pas une augmentation de 7% qui va le freiner. Donc, toutes les entreprises du luxe, LVMH, L'Oréal, Richemont, Ferrari, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en entreprises qui sont sur le luxe vont être en général très peu impactés sur l'inflation. Aux dernières choses aussi, les équipements technologiques. Donc, vous savez qu'il y a des pénuries de ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Ça ne va pas aller en s'arrangeant normalement. Donc, il peut y avoir aussi des opportunités là-dessus. Je vais terminer le webinaire en vous annonçant que nous avons une prochaine session qui est prévue le mercredi 9 février à 19h. Une bourse académie, cette fois-ci, qui sera réservée aux membres premium seulement. Donc, si vous voulez tester une période de 30 jours gratuite, faites le calcul. Normalement, si vous commencez votre période de 30 jours gratuite maintenant, vous devriez pouvoir assister au webinaire du 9 février, à la Bourse Académie du 9 février, peut-être à celle du mois de mars. Voilà. En tout cas, voilà, vous pourrez venir, vous serez les bienvenus. Et le sujet sera de comment trouver la juste diversification d'un portefeuille boursier. Voilà pour ce soir. Alors, on va passer aux questions-réponses. Aux questions-réponses ici. Alors, j'ai eu plusieurs questions. Alors, j'avais quelqu'un qui nous a demandé si le webinaire de ce soir serait disponible en replay. Donc, il est enregistré, ça c'est sûr. Il sera probablement disponible soit en replay, alors soit sur la section payante, donc pour ceux qui ont leur interface membre premium, soit peut-être sur Udemy. Udemy qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des vidéos pédagogiques. Alors, on avait parlé de l'action Netflix. Donc, l'action Netflix, effectivement, a connu une forte chute. On parlait tout à l'heure des valeurs technologiques qui sont plus soumises à l'inflation. Alors, il faut savoir que donc, quand on analyse l'entreprise Netflix, vous savez que l'abonnement, quelqu'un peut annuler son abonnement sans condition à tout moment sur Netflix. Évidemment, une augmentation des prix, ça inquiète les investisseurs parce que qu'est-ce que vont couper comme dépenses facilement les ménages? Ça peut être un abonnement Netflix, par exemple, pour faire des économies. Et effectivement, quand ils ont annoncé leurs résultats, il y a eu une petite baisse du nombre d'abonnés qui a été annoncé. Donc, ça a créé un petit peu une panique, même si finalement, les résultats de l'action Netflix étaient plutôt bons lors des dernières publications de résultats. Donc, ça a créé une forte baisse.
Voilà, un peu pour revenir sur l'action Netflix. Alors, j'ai Pascal qui nous demandait quels sont les secteurs à privilégier, quelles zones géographiques. Alors, quelles zones géographiques? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même une bonne diversification entre les États-Unis, l'Europe, le Canada. Une bonne diversification sur ces principales zones géographiques. Si vous êtes sur l'Asie, ce qu'on appelle les marchés émergents, même s'il y a des pays d'Asie qui sont largement plus développés que les pays d'Europe, on appelle ça encore les marchés émergents. Vous pouvez aussi avoir une exposition sur ces marchés-là. En termes géographiques, je pense qu'il faut avoir une bonne diversification. Quels sont les secteurs à privilégier? Je pense y avoir répondu dans la présentation. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt des ETF en matière première en période d'inflation? J'y ai répondu, oui, il peut être vraiment intéressant de se positionner sur des ETF matières premières en période d'inflation, surtout sur tout ce qui concerne les métaux industriels et les énergies, surtout les énergies aussi. Alors, question suivante. Est-ce que dans la situation actuelle, il vaut mieux éviter le marché immobilier et se concentrer sur les valeurs mobilières? Alors, ça, pareil, j'ai partiellement répondu. On a tendance, en règle générale, à recommander, ça c'est les choses qui sont faites de façon générale, à recommander d'investir dans l'immobilier ou dans la pierre quand on a de l'inflation. Maintenant, la situation aujourd'hui, elle est toute particulière parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation sur l'immobilier à cause des taux bas. Une hausse des taux pourrait mettre à mal le marché de l'immobilier. Donc après, c'est à vous de prendre vos décisions. Si vous voulez avoir un peu d'immobilier dans votre portefeuille, vous avez des ETF sur l'immobilier et allouer une petite partie sur l'immobilier. Alors, question de Thierry, existe-t-il des ETF sur les crypto-monnaies ou des paniers de crypto? Tout à fait. Alors, ce n'est pas des ETF à proprement parler, c'est ce qu'on appelle des ETP. Donc, ETF, ça signifie Exchange Traded Fund en anglais. On appelle ça souvent des trackers en français. Les ETP, c'est des Exchange Traded Products, donc c'est la même structure de produits. Et vous avez des émetteurs comme un ETF, 21 Shares, donc 21 shares en français, ETC Group et d'autres, ou CoinShare, d'autres, plusieurs émetteurs qui se sont spécialisés dans la création d'ETP, d'ETF sur les crypto-monnaies ou sur des paniers de crypto. Donc, ça existe, ça existe. Alors, on a Régis qui nous dit actuelle baisse des technologies égale potentielle porte d'entrée sur le long terme. Oui, pourquoi pas. Après, on ne sait jamais quand s'arrête la baisse. J'ai fait un post sur Twitter et sur Facebook sur Café du Trading en parlant de ce qu'on appelle le rebond du chat mort. Donc là, on voit les marchés qui remontent un petit peu. Est-ce qu'on a touché le fond et que c'est un bon point d'entrée ou est-ce qu'on risque de rebaisser encore un petit peu? Ça, encore une fois, ça appartient à l'analyse de chacun et aux convictions de chacun. Je ne connais pas l'avenir, malheureusement. Si je le connaissais, je serais le premier à être très fier de pouvoir l'annoncer dans un webinaire. Donc, il faut y aller avec prudence. Moi, ce que je recommande, et de toute façon, ce qu'on recommande sur Café de la Bourse, si vous lisez nos articles, on a dû sûrement déjà vous l'expliquer, c'est ce qu'on appelle l'investissement échelonné. D'ailleurs, il y aura un sujet de webinaire à proprement parler juste sur ça. Donc, si vous voulez rentrer sur les marchés, si vous voulez rentrer avec, je ne sais pas moi, 5 000 euros, mettez 500 euros toutes les 2-3 semaines ou tous les mois pour échelonner votre investissement, votre prix d'entrée. Comme ça, vous ne vous exposez pas à rentrer aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, on est samedi, mais à rentrer par exemple lundi sur le marché, alors que mardi, ça peut fortement baisser. Alors, j'ai Emilia qui nous demande, faut-il encore acheter des actions FDJ? Alors, je n'ai pas vraiment suivi, pour être honnête, les cours de l'action FDJ. Mais FDJ Bourse, je vais regarder. Je ne sais pas à quel prix ça cote. On est dans les 36 euros. Je pense que c'est des… Alors, encore une fois, je n'ai pas fait d'analyse. Donc, peut-être vous trouverez des analyses très bien faites sur Café de la Bourse sur l'action FDJ. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je ne me suis pas penché sur la question. Personnellement, je ne suis pas actionnaire de cette action-là. Donc, je n'ai pas étudié les choses plus que ça. Maintenant, si je devais faire un court résumé comme ça, très vite, ce qui est d'ailleurs
vivement déconseillé. Si on se rappelle ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de s'informer. Mais il y a la française des jeux, c'est les jeux. Les jeux, ça marche beaucoup en période de crise. Tout ce qui est casino, jeux d'argent, etc., ça marche bien en période de crise. Donc, pourquoi pas, maintenant, prenez le temps de vous informer plus que ce que je viens de dire, bien sûr. Alors, faut-il privilégier le secteur des énergies renouvelables, aussi privilégier toutes les énergies? Alors évidemment, comme on est sur une augmentation des énergies en règle générale, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Prenez le temps de vous informer, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Les énergies renouvelables ont du potentiel et pensez à cette anticipation, hein. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, si on parle de beaucoup de véhicules électriques, aujourd'hui, le véhicule électrique, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dedans. Moi-même, j'ai des actions dans l'entreprise de véhicules électriques. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dedans, mais c'est peut-être trop tard. Il faut essayer d'aller regarder qu'est-ce qui va venir après. L'hydrogène, par exemple, ou autre, ou d'autres biocarburants qui sont en cours de développement. Donc, tout ce qui est énergie, je pense, d'une part, de par le fait, premièrement, qu'aujourd'hui, on est sur une augmentation des prix qui sont dus à l'énergie. Donc, ça peut être intéressant d'investir sur l'énergie. D'autre part, parce que de toute façon, tout ce qui est énergie et énergie renouvelable sont au cœur des problématiques d'avenir. Alors, pourquoi les actions comme Téléperformance augmentent tant? Alors, encore une fois, comme pour la FDJ, je ne me suis pas penché sur la question. Je vais donc avoir du mal à vous répondre. Malheureusement, je fais tout mon possible pour répondre au maximum aux questions des gens connectés ce soir. Isabelle, malheureusement, difficile pour moi d'y répondre puisque je ne me suis pas penché sur la question. A-t-on le droit d'ouvrir un PEA dans une banque et un PEA PME dans une autre? Alors, on a des articles qui sont très bien faits sur tout ce qui est PEA, PME. Je pense que ça doit être possible. On peut cumuler le PEA et le PEA PME. Ça, on peut le cumuler. Une seule personne a le droit d'avoir les deux. Est-ce que ça peut être fait dans deux banques différentes? Je pense que oui. Mais allez vérifier les articles qu'on a sur Café de la Bourse. Vous tapez sur Café de la Bourse en haut dans le moteur de recherche PEA. On a de très nombreux articles qui détaillent justement toutes les choses à savoir sur les PEA. Je vais prendre encore une question ou deux et après ça, on va s'arrêter parce que normalement, c'est un webinaire qui est censé durer 30 minutes. Ça fait presque 1 heure qu'on est connecté. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Ça, je tiens à vous le dire. C'est toujours très, très, très agréable de pouvoir échanger avec les membres, autre qu'à travers des articles et de pouvoir avoir vos réactions en direct. Quelles sont les chances qu'il y ait un crack si la situation en Ukraine dégénère? Alors, tout ce qui est conflit armé, c'est jamais bon pour les économies. Quelle est la chance? Certains spécialistes disent qu'elles sont fortes et qu'elles sont prévues pour mi-février. Maintenant, est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que ça va rester un conflit localisé comme ça l'a été déjà? Parce que ce n'est pas un conflit qui date d'hier. Très difficile à dire. Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché? Fort probablement. Est-ce que ça va bénéficier à certains secteurs d'activité? Fort probablement aussi. Donc, c'est encore une fois une question difficile à laquelle il est difficile de répondre. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à vous connecter ce soir, d'avoir été si nombreux à poser des questions, à contribuer. J'ai pas pensé à vous l'annoncer en début de webinaire, mais si jamais vous avez une caméra et un microphone pour les prochaines sessions, là on était un peu nombreux ce soir, donc ça aurait été un petit peu difficile, mais si on est en comité plus restreint, on peut bien sûr aussi vous donner la parole, que vous puissiez poser vos questions si vous le souhaitez, par oral. Voilà, je vous souhaite à tous, je vois qu'il y a encore plein de messages sur le forum, enfin sur le chat. J'ai peut-être pas pu répondre à. Alors, s'il y a quelqu'un qui me demande, est-il préférable de passer par 2Giro ou par une banque traditionnelle? Alors là aussi, on a fait plein d'articles justement de comparaison des différents types d'offres. Donc vraiment, je vous invite. Il y a énormément de contenu sur Café de la Bourse.
Moi, comme je vous le disais en début de webinaire, ça fait des années que j'écris des articles. Maintenant que je suis responsable éditorial, je suis obligé du coup d'aller plus loin dans les détails et j'ai découvert une source d'articles extrêmement riches qui sont régulièrement mis à jour. Hein, il n'y a pas d'articles qui sont périmés sur le Café de la Bourse. On essaie de les mettre à jour de façon régulière. Donc, pour tout ce qui est PEA, choix des courtiers, etc., vous trouverez normalement de quoi répondre à toutes vos questions. Encore un grand merci à vous tous. On se retrouve peut-être le 9 février. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.